On va enchaîner tout de suite avec Marie-Pierre. Donc moi, dans la continuité de Anne, je vais vous présenter un diaporama peut-être du point de vue plus IAD, pratico-pratique, en fait, qui se réfère, je suis IAD, donc voilà, je parle de ce que je connais et de ce que je fais tous les jours. Donc le saignement péropératoire, alerter, anticiper, agir. Alors alerter, oui, mais quand ? Quand il y a présence de signes d'alerte. Alors ces signes d'alerte, quels sont-ils ? Eh bien, ça peut être quand le chirurgien tout simplement nous alerte, attention, ça saigne, quand le saignement est incontrôlé. À l'inverse, quand le chirurgien ne dit plus rien, qu'il y a un changement d'ambiance dans la salle, que le seul bruit qu'on entend, c'est la BO de Dalida, et puis l'aspi, qui fonctionne toute seule et en continu. Donc ça, c'est vraiment un bruit qui doit, moi qui m'alerte, quand j'entends l'aspi comme ça m'alerte. Je regarde tout de suite dans mon aspiration si c'est bien du sang ou un liquide de lavage. Le saignement est dit massif quand il est supérieur à 150 ml par minute ou une demi-masse sanguine sur 3 heures. Alors, je m'alerte aussi quand il y a atteinte ou dépassement de l'ABL, allowable blood loss, c'est la quantité de sang qu'on peut perdre, mais je vais revenir sur le calcul dans la diapo d'après. Je m'alerte quand il y a une modification, bien sûr, de mes données sur le scope. Ça va commencer par une élévation de la fréquence cardiaque, puis une hypotension. Bien sûr, c'est à corréler avec le patient. S'il est bêta-bloqué, ça ne se passera pas comme ça. Et puis nos indices de VES et de delta-PP. Je m'alerte aussi tout simplement quand il y a une anémie avec mon HemoQ qui est inférieur à 8 grammes par litre. Alors, je reviens sur l'allowable blood loss. C'est une estimation en fait sur le volume de perte sanguine autorisée. C'est un petit calcul qui est simple à réaliser. Il suffit de calculer la masse sanguine estimée et de la multiplier donc par l'hémoglobine initiale moins l'hémoglobine finale, c'est-à-dire l'hémoglobine seuil, sur l'hémoglobine initiale. Alors, pour calculer la masse sanguine estimée, c'est le volume sanguin, 75 ml chez un homme, 65 ml chez une femme, fois le poids. Et je vous ai mis un exemple, ça sera plus simple. Un homme de 80 kg, une hémoglobine de base à 13 grammes, on se donne un seuil à 8. Donc sa masse sanguine estimée, c'est 80 fois 75, donc il a 6 litres de sang estimé. Pour passer de 13 à 8, ça fait 0,385, donc à peu près 0,4, soit 40%. Donc on a un volume autorisé de perte sanguine qui est assez conséquent quand même, qui est de plus de 2000 millilitres. Un autre exemple, une femme 60 kg, on part d'un taux d'hémoglobine à 10, on se donne toujours ce seuil à 8, on calcule sa masse sanguine estimée, et là on a 2000 de moins, 3900, et du coup sa capacité, le taux qu'elle peut perdre, c'est 0,2. Et donc ça nous amène à 780. Donc en fait, dans cet exemple, on voit qu'entre un homme de 80 kg et une femme de 60 kg, si on part de 13 et si on part de 10 d'hémoglobine, en fait, le seuil qu'on va avoir, c'est du simple double. Donc on ne va pas s'alerter. C'est important de le calculer parce que du coup, notre marge, elle est très faible dans le deuxième cas. Alors, alerter, oui, mais qui ? On alerte au moins un médecin anesthésiste tout de suite. Et puis après, il va falloir appeler du renfort. Du renfort, pourquoi ? Parce que s'il y a une transfusion, il faut une personne dédiée à la transfusion. Et puis après, on a besoin d'aide pour tout ce qui est montage de l'accélérateur réchauffeur, du cell saver, mise en place d'une BVP éventuellement s'il n'y en a qu'une, la préparation des médicaments et la poursuite et l'adaptation de la sédation, de l'analgésie et de la curarisation quand même, parce que le patient est censé dormir. Donc, ça nous amène tout de suite à une petite équipe. On passe d'un petit orchestre de chambre à un orchestre symphonique. Donc il va falloir recruter du monde et ne pas hésiter. Anticiper. Alors il est recommandé d'avoir une procédure de gestion de l'hémorragie massive élaborée dans chaque structure. Donc ça peut être une aide cognitive. Ça c'est important de l'avoir, donc la sortir tout de suite. Et noter l'heure de l'hémorragie. On vérifie nos abords veineux, centraux et artériels. S'il n'y a pas une deuxième voie, on la pose tout de suite. Et la validité des cartes de groupe, je reviens un peu dessus. La préparation des drogues.
l'hémoglobinomètre, l'hémoQ, pardon, le monitorage de la température. S'il n'est pas mis en place, on met une sonde thermique. On installe l'accélérateur réchauffeur, une couverture à air pulsé s'il n'y en a pas, et on pratique un bilan de coagulation et NFS. Alors, je vous ai mis cette petite diapo, c'est pour les stades du choc hémorragique. On dit qu'il y a un choc hémorragique quand il y a plus de 30% de la masse sanguine qui est perdue, et quand les apports, le transport artériel en oxygène est inférieur à la consommation d'oxygène. En fait, le choc est compensé dans les stades 1 et 2. À partir du stade 3, il est plus compensé. On passe en mécanisme anaérobie. On a la membrane qui va devenir perméable. On va avoir une sortie de sodium et de potassium, une entrée de calcium. Du coup, la cellule va mourir. On va avoir donc une destruction cellulaire, puis une destruction organique. Et puis, à la fin, une destruction tout court. Alors, agir et anticiper, il y a des choses qui se regroupent. Le principe étant de contrôler au plus vite le saignement, de diminuer les risques de dysfonction d'organes et d'éviter la trielle létale, l'hypothermie, l'acidose et la coagulopathie. Corriger l'hypovolémie, donc là, bien sûr, le médecin est arrivé. On remplit, première intention, les cristalloïdes. Attention à ne pas diluer les facteurs de coagulation, mais de toute façon, il faut assurer un débit, donc il faut remplir tout de même. Une voie de remplissage de bon calibre. Qu'est-ce qu'un bon calibre? C'est minimum 18 gauges pour assurer un débit de 100 ml minute, sachant qu'une hémorragie massive, c'est 150 ml minute. Donc vous voyez, il faut au moins avoir 100 ml minute pour passer du sang transfusé et des cristalloïdes. Préparer des catécholamines et les administrer si la pression artérielle systolique est inférieure à 80 mg de mercure ou la pression artérielle moyenne chez les patients traumatisés crâniens. Voilà, de la noradrée en VVP, c'est possible. On corrige l'anémie. Donc ça, si c'est une transfusion qui fait suite à un saignement massif, le ratio est de 2 pour 1 à 1 pour 1. L'objectif d'hémoglobine est entre 7 et 9 et les plaquettes supérieures à 50 grammes. Toujours pour agir, on va administrer de l'acide tranexamique, 1 gramme en bolus sur 10 minutes, suivi d'1 gramme toutes les 4 heures. On peut faire des bolus itératifs toutes les 4 heures de 1 gramme si le saignement persiste. Et on va prélever des bilans d'hémostase aussi horaires, c'est recommandé si le saignement persiste et l'hémorragie continue, ainsi qu'à iono des lactates et des gaz. Et on va maintenir, mais c'est déjà dit, la concentration de calcium ionisé qui doit être supérieure ou égale à 0,9 mmol par litre. Voilà, merci. Hop, dernière diapo. Merci à vous deux d'avoir réussi à dire tant de choses en si peu de temps. La règle, si on comprend bien, c'est pour bien contrôler, il faut bien anticiper. Et en fait, je pense que c'est une notion vraiment importante parce que ce temps qu'on va prendre en amont, en fait, il va nous faire gagner du temps. Et même dans l'urgence, il faut prendre ce temps en amont. Alors, soit juste avant pour faire le petit check, soit bien en amont, on a dit. Et vous avez parlé beaucoup de checklists. Les checklists, j'ai l'impression qu'on les prend souvent comme une corvée. En fait, il faut bien reconnaître qu'elles ont été développées à partir d'événements indésirables et que faire cette checklist, comme nous le recommande, permet de diminuer les erreurs évitables. Et voilà, donc j'encourage, comme l'a fait Anne en ces périodes de certification, de bien se replonger dans les checklists. J'ai une petite question, Anne, pour toi. On a dit ça sointe. Et si jamais le chirurgien nous dit ça sointe, il faut l'écouter, comment il faut prendre cette... ou ça scène bizarre? Ouais, c'est un peu ce qu'a suggéré Marie-Pierre, il faut écouter le chirurgien, mais régulièrement, on le regarde d'une façon un peu interrogative en se demandant si ce qu'il annonce est une vérité qui doit modifier notre prise en charge, ou dans le fond, ce ne serait pas un fantasme un peu associé au stress. Donc il y aura deux parties à ma réponse. Sur le stress, les orthopédistes américains ont fait des études sur leur niveau de stress en péropératoire. Ils se sont équipés avec des électroencéphalogrammes et ils ont analysé la variation de la fréquence cardiaque avec un panel de chirurgiens de différents âges, différentes expériences et sur des chirurgies assez reproductives. Ils ont montré qu'au moment où en orthopédie ça se met à saigner, il y a un enregistrement d'un niveau de stress qui augmente. Ils ont montré aussi que le chirurgien leader, il est beaucoup plus exposé que l'aide instrumentiste. On aurait pu s'y attendre. Et ils ont montré, de façon très attendue, que les plus jeunes sont plus exposés au stress. Ce qui veut dire que finalement, quand le chirurgien nous dit
il y a un problème. Probablement que s'il est très jeune, on le prendra avec un peu plus de prudence parce qu'il manifestera davantage son stress que la réalité. Et quand il est vieux et expérimenté, quand il nous dit qu'il y a un problème, et en particulier que ça saigne, il faut probablement le croire plus au premier degré. Sur la question de sa sointe, Alexandre Godon m'avait fait remarquer que Stéphanie Roulet avait fait une très jolie étude qui n'était pas designée pour ça au départ sur justement le sa sointe et comment je l'interprète. Elle avait pris une série de transplantations hépatiques. Et les opérateurs, on leur demandait s'ils avaient l'impression justement que ça sointait en péropératoire ou pas. Et ensuite, l'ensemble des patients avaient eu une analyse de l'hémostase, et en particulier de la fibrinolyse. Et lorsque les chirurgiens disaient « ça sointe », effectivement, la prévalence de la fibrinolyse était plus élevée. Ce qui suggère là encore qu'il faut écouter le chirurgien et qu'il a une bonne valeur de détection de la coagulopathie. Donc il faut faire confiance, je crois que c'est une notion importante. Et Marie-Pierre, tu nous as parlé du saignement, de quantifier le saignement, on a bien compris, c'est très utile de savoir combien on peut laisser saigner, mais comment vous évaluez toutes ces pertes ? Alors comment on peut évaluer les pertes ? L'ASPI, regardez l'ASPI, il y a aussi les compresses, avec la pesée des compresses, on dit qu'un gramme équivaut à peu près à 0,7 ml de sang. On peut aussi quantifier ces compresses. Il est dit qu'une petite compresse de 4 cm sur 4 cm imbibée de sang, c'est 10 ml. Un grand champ chirurgical, c'est 100 ml. Donc on peut faire le comptage, on peut les peser. À savoir que peut-être qu'on va surestimer un peu parce qu'il n'y a pas que du sang qui est tamponné dans les compresses, il n'y a pas que du sang dans l'ASPI. Des fois, il y a un petit peu de lavage aussi, donc il faut être vigilant là-dessus. Et aussi, il y a du sang qu'on ne peut pas quantifier, c'est le sang qui est resté sur les champs chirurgicaux qui, des fois, peut s'imbiber. Et donc, c'est toujours une estimation. En fait, c'est un ensemble de facteurs. En fait, je pense que c'est comme savoir si le patient dort ou pas, ou il a mal. En fait, on regarde plein de facteurs. Voilà. Donc là encore, la communication est indispensable. Il nous reste un tout petit peu de temps, c'est bien. On a parlé d'objectifs d'hémoglobine, Anne, et on n'a pas insisté sur les dernières publications. Est-ce qu'on fait plutôt une stratégie restrictive en termes d'hémoglobine avec déclenchement des seuils de transfusion pour des valeurs entre 7 et 8, ou plutôt être libéral avec des stratégies de transfusion entre 9 et 10? Quand on est en phase aiguë de l'hémorragie et qu'on n'a pas contrôlé encore le saignement, on garde ces mêmes seuils? Non, on s'adapte. L'objectif, c'est déjà de maintenir le patient en vie. Donc, en effet, c'est exactement comme pour le traitement de la coagulopathie, c'est deux situations très différentes. L'hémorragie d'intensité modérée, on va toujours privilégier un seuil restrictif, puisqu'il n'y a aucune étude qui a montré que c'était bien de faire monter l'hémoglobine au-dessus de 10. Donc, l'objectif, en cas d'anémie, c'est de sortir du bloc entre 7 et 8 grammes par décilitre. Et c'est un objectif qu'il faut vraiment renforcer actuellement, parce que les banques du sang sont vides. À Paris, c'est catastrophique. J'imagine qu'ailleurs en France, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas gâcher les produits sanguins. Par contre, en effet, en phase d'hémorragie active, on va probablement remonter ce seuil. On va le rapprocher de 9-10 grammes, puisque l'objectif, c'est de passer le cap. Quand l'aorte est perforée, on va faire un peu moins dans le détail. Il faut réussir à transporter l'oxygène du patient et à passer le cap jusqu'à ce que ce soit clampé, réparé. Donc là, dans cette situation, ce sera plus élevé. Mais dès que l'hémorragie est contrôlée, on revient à des seuils standards. Et c'est ce en quoi c'est hyper important de faire les stratégies d'épargne sanguine en préopératoire, de faire monter l'hémoglobine autant que possible, de détecter les carences martiales et de traiter l'anémie. Merci.